Ok, alors je pense qu'on est presque complet. Alors c'est la deuxième partie, et comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons terminé en parlant de l'écriture, en parlant de Robert Lepage, qui maintenant accepte la responsabilité d'être un auteur de théâtre, et j'allais dire qu'on allait enchaîner avec cette idée d'écriture en collaboration. Alors on a ici des gens qui, de ce côté-là, sont soit des comédiens, soit des partenaires de Robert Lepage, mais sur le plan de la pratique, et puis à ma gauche, des observateurs, des journalistes que je vais vous présenter maintenant. Alors, je fais un tour rapide. Donc, au fond, il faudra m'excuser parce qu'il y a des gens que je n'avais pas rencontrés avant aujourd'hui. Alors, Marie va m'aider. Tu veux prendre le micro, Marie? Donc, à l'extrémité, Marie. Hans Pisbergen, from Berlin. Alors, de Berlin. As an actor. Un acteur de Berlin. Yves Jacques, un acteur du Québec, qui reprend les solos de Robert Lepage, La face cachée de la Lune, et maintenant le projet Andersen, en tournée à travers le monde. Peder Bjurman, qui est de Stockholm et qui a collaboré à l'écriture de La face cachée de la Lune et du projet Andersen. Continue. Lars Seberg, qui est l'instigateur, en fait, du projet Andersen, qui a fait la commande de l'œuvre à Robert. C'est bien ça? Rebecca Blankenship, que nous avons entendu et vu hier dans les extraits. Qui est chanteuse d'opéra d'abord, et qui a d'abord travaillé avec Robert à l'opéra, et maintenant qui participe aux pièces de théâtre. John Cobb, de Newcastle, en fait originaire de Édimbourg. Glasgow, sorry. Qui faisait une merveilleuse vieille dame aphasique hier, en réhabilitation d'aphasie, oui, qui était plus vraie que nature. Donc, qui a travaillé d'abord sur les plaques tectoniques et maintenant Lip Sync, le plus récent spectacle. Louise Roussel, qui est directrice de production de Ex Machina, Marie Gignac, qui était avec nous ce matin. Merci Marie. Et à ma gauche, alors des journalistes, de critiques de théâtre, des observateurs qui suivent aussi le parcours de Robert Lepage depuis longtemps. Franco Quadri de La Repubblica, Franco Quadri qui est aussi éditeur de la maison Ubu Libri en Italie. À sa gauche, monsieur Gianfranco Capita de la RAI et de Il Manifesto à Rome. À sa gauche, Odile Quiraud, qui est journaliste et critique de théâtre au Nouvel Observateur. Auparavant, elle était au Monde. À sa gauche, Christian Saint-Pierre, qui est membre de la rédaction de la revue Jeux et qui est maintenant chef de pupitre des arts de la scène au journal culturel Voir à Montréal. Et à sa gauche, Robert Cushman. Robert Cushman est critique de théâtre au National Post à Toronto. Alors, je vais commencer de ce côté-là. Il y a un problème dans le son, hein, il y a un petit peu de parasite. Je ne sais pas si je dois éloigner mon micro ou si on peut régler le problème. Ben, j'ai essayé. Il est éteint, ton micro? Non, non. Bon, très bien. Alors, on parlait tout à l'heure de l'écriture en collaboration. Il y a des gens ici qui ont collaboré à l'écriture de certains spectacles de Robert Lepage. Hein, on mentionnait tout à l'heure monsieur Peder Bjurman. Peut-être qu'il peut prendre la parole en premier. Vous parlez français ou anglais? Speak English? Or? I think my English is my French, sorry, is about the same level as my Boris's, so I prefer English. Okay, so what exactly has been your role in the Far Side of the Moon? And you are in the Dramaten. You work for the Dramaten. I used to be, but I left about the same time as I started working with Robert. Mm-hmm. But we met in Dramaten in the... You met Robert Lepage in the Dramaten for Le Songe. Yeah, he came to do a dream play back in '94, and I was the producer of the show at the time in the Dramaten. Mm-hmm. That's how we met.
And how was Robert invited to do that? I think the artistic director at the time saw he saw Needles and Opium and invited Needles and Opium, and also along with that came commission to do a dream play by Strindberg. Mm-hmm. And then, so you were present at that time, and what happened next? I mean, did you you gave him the idea of making a play on the Anderson project? Yeah, we had a very good time doing a dream play, and became friends basically, and talked a lot about theater and ideas or whatever one could do. And I proposed a very abstract and very vague idea, I think, to Robert, to do something on the moon. Or originally it was intended to be the stories of the astronauts who crashed. They all became alcoholics and fanatic religious, or they really had a rough time after they did their world tour with the NASA crew. So the idea was to do something on an astronaut who crashed from the beginning. And we even called Buzz Aldrin, and I read his book, Buzz Aldrin's biography. He was an addict to pills, and he became quite psychotic. And we called Buzz Aldrin, Robert called Buzz Aldrin, and we got the impression that he wanted to play the part himself, Buzz Aldrin. So we decided not to follow down that track. And then Robert decided to do it instead, and the show came about. Was he immediately interested by the subject, or? I'm sorry? Was he immediately interested by this subject? Yeah, I had some connection. Explored them one by one. And what was exactly your specialty, if I can say? Was it writing, or was it? Yeah, I think my contribution was the idea for the play. Normally, my contribution would be a sheet of paper with quite stupid and abstract and maybe too vague ideas that I give Robert, and he looks at me and says, "This is not going to work. It's not going to become theater out of this," and he leaves it just like that. But they come back towards the end of the process in like the two or 3 weeks. The subjects reappear, and the show is actually connected to the first vague ideas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont contribué au travail de Robert Lepage un peu de la même manière? C'est-à-dire Marie. Alors, le micro. J'ai fait plusieurs spectacles avec Robert comme actrice, mais les acteurs, ce sont des créations collectives, donc les acteurs improvisent, créent leurs personnages, participent en fait à la création un peu à tous les niveaux. Les spectacles se construisent sur tous les fronts à la fois. Mais j'ai aussi, à partir de... J'ai aussi toujours été là, quelque part, quand Robert faisait ses solos. Dans les derniers jours, avant les premières, il m'a souvent demandé d'aller jeter un œil sur le travail. Souvent, c'est la panique avant. Et je vais souvent voir pour donner. Il me demande mon avis sur est-ce que ça marche, qu'est-ce que tu en penses. Donc, je fais un travail un peu j'essaie de l'assurer sur oui, ça se peut, ça c'est plate, ça coupe ça, bon. Donc, de fil en aiguille comme ça, le projet Anderson, j'ai eu une tâche officielle, parce qu'avant c'était non officiel. C'était caché comme Normand Bissonnette ce matin. Donc, le projet Anderson, j'ai participé au... Pas Normand, c'était Philippe Soldevilla qui faisait un travail en cachette. Non, mais en fait, c'est une contribution amicale aussi, parce qu'on est des grands amis aussi. Mais sur le projet Anderson, là, j'ai officiellement fait partie du processus comme collaboratrice à l'écriture dès le début. Okay. Donc, et ça se fait un peu comme le travail, de la même façon que le travail collectif. Mais
tous les concepteurs sont autour de la table dès les premières rencontres et participent à toutes les répétitions, autant la costumière que les techniciens de son, d'image, etc. Donc, on procède beaucoup par brainstorming au début. Et Robert a toujours quelqu'un, shadow, une doublure qui commence par explorer le décor pour que Robert puisse voir. Et après quelques semaines, c'est Robert qui se jette à l'eau et qui se met à improviser. Et nous, on est les premiers spectateurs, en fait, de ce qu'il fait. Et donc, on essaie de faire un ordre, de bâtir l'histoire, de faire un ordre parce qu'on travaille beaucoup par scène. Donc, il a improvisé une scène et bon, on dit ça, c'est la scène. On donne un titre et on la met sur un grand tableau. Et puis, on tricote le show comme ça en passant d'une scène à l'autre, en créant l'histoire et différents personnages, parce qu'il y a toujours plusieurs personnages, même dans les solos. Et donc, c'est du travail de coaching, si je veux, un petit peu à tous les niveaux. Alors, on va passer la parole à des acteurs étrangers qui ont aussi travaillé avec Robert Lepage, peut-être Rebecca, et je vous demanderai si, de quelle nature a été votre collaboration avec Robert Lepage. Well, I met Robert through the opera. I was singing Lady Macbeth of Mtsensk in Vienna, and I had a phone call from Richard Bradshaw from Toronto. He wanted me to sing Erwartung in Toronto with Robert Lepage directing, and I said, I don't want to go to Toronto in the winter. It was Christmas time, and it's a one-woman show in the sense that it's a monologue of a woman who's just madly speaking and emoting. And then they said, well, Robert Lepage, and of course I didn't know who Robert was at the time. This was 1992 or 3. But then somebody, my sister, I think, told me, oh, he's one of the actors in Jesus of Montreal. And I had seen Jesus of Montreal, and I said, which is a movie by, what's his name, Denis Arcand. And so I said, well, then I must go. And so I did. I ended up singing with him, and it was instantly just very, very easy to work. And of course, what I was used to from opera directors, and of course, I have to say at the time, I'd done a lot of opera, and I was getting very disenchanted with just being an opera singer. So he came into my life just at the right time. And I was used from opera directors to very, very clearly tell you right away what they want. And with Robert, we started with the middle of the opera. We started and went backwards, so to speak. And he put me on stage, and I started doing whatever I pleased in a way, and then he started directing me. And it was just a wonderful new experience for me because it wasn't so rigid. And through that experience, which was just, it was in combination with Bluebeard's Castle, he then asked me to participate in the Hiroshima project, and I instantly went for it. And that's when I met the whole crew. And then I started improvising with Marie Gignac, which was quite scary in a way, but it was really wonderful. So that's how the whole collaboration started. So that was about 15 years ago. This was 1992, I think. Mm-hmm. Was it 93? It was after Midsummer Night's Dream in London. Mm-hmm. And so you've been in how many shows before Lip Sync? Yeah, 7 Streams. Okay. And then we did Kindertotenlieder in London together, which was all around the song. You did what? Kindertotenlieder by Mahler, which we did a piece around the song cycle at the Lyric Hammersmith in London. I participated in Polygraph, the film. For me, the 7 Streams was life-changing, and of course, we were able to bring themes in, and I had grown up in Vienna and in post-war Vienna. So for me, I brought something very, very tactile. And of course, it was wonderful because I wasn't alone on stage in Erwartung, for instance. There were all the mimes who were the inside of the woman's head, so to speak, which was fabulous, to not have to stand there and just emote
Bon, il n'a pas vu des pièces de Lepage depuis aussi longtemps que d'autres, mais quelque chose qui le fascine, c'est ce travail sur l'identité sexuelle, cette espèce d'ambiguïté. Voilà, donc, c'est une question qui m'apparaît assez fascinante et qui est rarement approfondie, souvent effleurée dans le travail de Lepage. Donc, la question de l'identité sexuelle, autant le travestissement, la transsexualité, l'homosexualité, la question du genre, de l'ambiguïté sexuelle, on en a un peu parlé, mais c'est aussi relié aux questions du double et de la gémellité. Dans une entrevue avec Les Inrecuptibles, un magazine parisien, Robert Lepage a dit que pour lui, c'était plutôt une préoccupation, mais surtout pas un problème. Donc, c'est peut-être là où est la rupture. Ça renvoie plutôt à la problématique du genre. Pour lui, l'homosexualité, qu'est-ce que c'est le masculin? Qu'est-ce que c'est le féminin? Qu'est-ce que ça signifie en dehors de l'aspect strictement sexuel? Donc, il y a toute une mythologie autour de ça qui le fascine. En effet, donc, sans que ce soit jamais un problème, Lepage a intégré l'homosexualité à la majorité de ses spectacles. Il nous a fait redécouvrir des personnages, des grandes figures de l'homosexualité. Je pense évidemment à Cocteau, qui est une grande inspiration, autant au niveau thématique que esthétique, et bien sûr Léonard de Vinci, et aussi la figure d'Andersen, qui donc a une sexualité, disons, ambiguë, et il y a certaines théories qui ont intéressé d'ailleurs Lepage sur la potentielle homosexualité du personnage. Donc, il ne se contente pas de nous parler des grandes figures non plus, il dévoile aussi, il lève le voile sur les amours homosexuels des inconnus, celles qui se sont déroulées, selon moi, dans les coulisses de l'histoire. Dans une version des 7 branches de la rivière Ota, on avait un jeune homme gay partir au Japon pour se découvrir lui-même. Un autre, dans le même spectacle, atteint du sida, opté pour le suicide assisté. Dans La géométrie des miracles, on a vu les apprentis de l'architecte américain Frank Lloyd Wright s'aimer sous une table à dessin devenue lit superposé. Dans Vinci, on emprunte les couloirs d'un sauna. Dans le projet Anderson, on en apprend un peu plus sur ce qui se déroule dans certains peep shows de la Ville Lumière et dans les coins sombres du bois de Boulogne. Rappelons finalement que Robert Lepage a trouvé la manière d'adopter le personnage d'Anderson, comme je le disais juste avant, d'après donc cette ambiguïté-là. Et l'intérêt qu'il avait pour Paris, qui n'était pas strictement touristique, mais aussi sexuel. La plupart des solos de Robert Lepage donc, mettent en scène le travestissement, ce que j'appelle, moi, un passage caméléonesque d'un rôle d'homme à un rôle de femme. Il explore toujours la porosité des rôles sexuels. Il y a aussi là une circulation du désir qui nous ramène au yin et au yang, qui doit être aussi une dimension intéressante dans son travail, étant donné tout le travail sur l'Orient. Donc, moi, ça me ramène aussi à l'époque élisabéthaine, à l'époque où les hommes jouaient des femmes dans le théâtre de Shakespeare. Et dans les plaques tectoniques, il est Jacques et Jennifer, un seul et même personnage de transsexuel. Dans Vinci, il est Léonard et Mona Lisa. Dans La face cachée de la lune, il interprète les fils aussi bien que la mère. Dans le théâtre de Lepage, le caractère fluctuant ou indéfini. Je pense que le théâtre de Michel Tremblay a joué un rôle crucial dans la reconnaissance de l'homosexualité au Québec. Je pense que le théâtre de Lepage arrive juste après et reprend les acquis du théâtre de Tremblay pour intégrer d'une façon qui va plus au niveau qui dépasse l'idée de la reconnaissance, mais plus de l'ordre de l'acceptation comme un sujet parmi d'autres. Ce n'est plus une source de conflit, ce n'est plus un problème, c'est plutôt donc une façon d'accéder à une plus grande complexité de la nature humaine. Voilà. Merci. On va terminer avec Isabelle Porter, qui vit dans la ville de Québec. Elle est correspondante du journal montréalais Le Devoir, mais elle vit dans la ville de Québec, où se trouve enraciné Robert Lepage avec Ex Machina, et elle va nous ouvrir une porte, une grande porte sur l'avenir, puisqu'elle va parler de la caverne, du projet de la caverne. En fait, il veut qu'on dise que c'est le diamant. Il ne veut pas qu'on appelle ça la caverne, mais c'en est une. En fait, on connaît la caserne d'Alousie, mais enfin, mon propos, c'est juste pour dire qu'il y a toutes sortes de projets intéressants dans la ville même de Québec qui tournent autour des activités de Robert Lepage et qui permettent à, je dirais, non seulement beaucoup d'artistes, mais aussi toute la communauté de bénéficier de ce qu'il fait. Et la caverne, en fait, le diamant, ce qui est intéressant, c'est que il veut créer un lieu de diffusion de ses spectacles à l'endroit même qui est à l'origine, en fait, c'est un lieu d'inspiration, le lieu qui est à l'origine de la trilogie des dragons. Parce que la trilogie des dragons nous raconte, peu évoque le passé d'une communauté chinoise dans la ville de Québec qui était très blanche, très homogène. Et cette communauté-là a été expropriée dans les années 60-70 pour céder la place à une autoroute. Et ce qui est un peu absurde, en fait, c'est que la moitié des bretelles d'autoroute qui ont été construites
à cette époque-là, n'ont pas été utilisées. Et certaines d'entre elles devaient mener vers l'intérieur, le sous-sol, finalement, traverser toute la ville de Québec. Et étant donné qu'elles n'ont pas été utilisées, c'est un immense trou, une grande caverne. Et c'est là-dedans que Robert Lepage veut s'installer pour faire des spectacles. Et aussi, il y a un projet, le Carrefour international de théâtre. Peut-être que Marie pourrait en parler davantage. Et c'est ça, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en quelque sorte, il boucle la boucle. Une vingtaine d'années après la création de la Trilogie des Dragons, il y a ce projet de le reprendre à cet endroit-là et de présenter d'autres spectacles. Donc, voilà, moi, je trouvais que c'était une belle ouverture. C'est ce que je voulais évoquer. Sinon, on peut peut-être dire aussi que tout autour d'Ex Machina, il y a énormément de troupes de théâtre, de compagnies.